Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Le 25 février 2022, je faisais une vidéo qui avait un but très simple, c'est vous dire attention à la propagande. Si vous n'écoutez qu'un seul camp, vous ne saurez pas ce qui se passe vraiment. Et malheureusement, la propagande a été très intense, très mensongère, en particulier en Occident. C'est plus difficile à savoir quelle était la propagande russe puisque les chaînes russes ont été interdites et même des canaux Telegram et d'autres moyens alternatifs d'avoir un point de vue. Le point de vue de l'autre était bien souvent censuré. Alors ceux qui sont passionnés par le sujet, comme moi, ont trouvé des sources. Mais ceux qui regardaient ça, disons, d'un œil, qui regardaient l'actualité après une journée de travail sans creuser, eh bien, ils n'ont eu qu'un seul point de vue. Et donc, il y a des gens qui ont voulu montrer l'autre point de vue. Ils ont étudié le point de vue russe et ils ont essayé de le transmettre, tout en faisant une analyse plus ou moins objective entre les deux points de vue. Il y en a eu beaucoup, et je vais vous en citer. Ce ne sera pas exhaustif, c'est pas possible d'être exhaustif, mais je vais vous en citer beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est que ces gens ont forcément eu un point de vue plus pro-russe que les médias mainstream, qui ont fait de la xénophobie, on peut le dire, anti-russe, et n'ont montré qu'un seul point de vue. Le point de vue américain, européen, otanien. Et donc, dans les médias mainstream et par les politiciens en place, ces gens ont été traités de pro-russes, voire de traîtres. Et alors on a rajouté des termes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de lien a priori, genre extrême droite, anti-vax, enfin bon. Donc, on a vraiment eu une très mauvaise période quant à l'information officielle. Et j'ai participé à ça, j'ai participé à essayer de remettre les choses à leur place, et on va arriver sans doute, à l'épilogue de cette guerre, sachant qu'une guerre peut finir parce que les conflits militaires, les opérations violentes sur le terrain peuvent cesser définitivement ou provisoirement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conséquences. Les conséquences de la Seconde Guerre mondiale existent toujours aujourd'hui. La première guerre, je dirais, civile de Syrie, dans laquelle les Russes sont intervenus, s'est terminée, je ne sais plus, en 2019, comme ça de mémoire. Et puis il y a encore eu un rebondissement l'année passée. Et je profite de ce rebondissement, qui est une horreur absolue, pour vous rappeler que quand je dis des choses, regardez après coup le nombre de fois où ça se confirme. Quand j'étais à Montebello, dans la région de Medellín, j'ai fait cette vidéo qui parlait de la chute de Bachar al-Assad et des problèmes qui allaient en découler, notamment le massacre des minorités et l'oppression des femmes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Malheureusement, ça a lieu et c'est même peut-être plus violent que tout ce que j'avais imaginé. On tue des enfants au couteau, etc. C'est horrible. Donc je dirais, malheureusement, j'ai eu raison. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir raison ? Moi tout seul, avec mes petites vidéos, à rien. Par contre, comme nous sommes nombreux à essayer de remettre les choses à leur place, ça pourrait permettre, pour ce qui reste de démocratie dans nos pays, d'ouvrir les yeux de la majorité et peut-être qu'ils votent pour des gens qui ne soutiennent pas ce genre de régime criminel ou des guerres aux prochaines élections. Bon, c'est peut-être optimiste, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors, concernant cette guerre en Ukraine, beaucoup de gens m'ont aussi accusé d'être pro-russe, je recevrai des valises de Poutine, etc. Enfin bon, on connaît tous les gens qui n'ont pas d'arguments et alors ils tombent dans l'insulte, l'invective. Il y a beaucoup de petits insectes autour de moi ce matin. Il y a beaucoup d'oiseaux aussi, c'est lié. S'il n'y avait pas d'insectes, il n'y aurait pas d'oiseaux. J'en parlais au Maroc récemment, il faisait trop sec puisqu'il y a eu des pluies, même des inondations de pluie. Donc pas d'insectes, donc pas d'oiseaux. Bon, ici, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour le moment, on est dans une zone de haute biodiversité où je suis en train de m'installer, comme vous le savez sans doute, si vous avez suivi mes vidéos. Et justement, c'est en lien avec ce que nous disons ici, puisque je ne vais plus pouvoir me disperser autant. Maintenant que j'ai un travail en Colombie, je vais me concentrer sur mon travail qui concerne les oiseaux et l'écotourisme. Et les autres sujets, je vais devoir diminuer un petit peu. Dans une des vidéos d'ailleurs que j'ai fait depuis Antioquia, donc la région de Medellín, eh bien, je disais que j'allais devoir changer ma stratégie déjà. Mais ici, ça se confirme. Nous allons certainement rester en Colombie. Je ne peux pas encore vous annoncer que j'ai mon visa de résident, mais la nouvelle, c'est que Marinella l'a reçu. Moi, normalement, ça devrait arriver dans les heures, dans les jours qui viennent. Et donc, on reste ici, on va se concentrer sur notre travail. Et concernant la géopolitique, j'ai envie de continuer
avec moins de temps, parce que je n'aurai pas le temps, mais quand je vois que mon analyse sur la Syrie est totalement correcte, que malheureusement pour les victimes, ce que j'ai dit, les massacres que j'ai annoncés ont lieu, j'ai pas envie de me taire complètement. Et donc je vais devoir, je dirais, clôturer les dossiers pour pouvoir me concentrer de façon organisée sur certains sujets et à un certain rythme qui a du sens, mais qui ne m'empêche pas de faire mon travail. Concernant l'Ukraine, j'avais commencé une série de vidéos qui s'appelait « Les preuves des mensonges occidentaux ». Mais c'est énormément de travail de rassembler des preuves. Et j'aurais plus le temps de faire ça. Donc cette série-là, je ne vais pas la continuer. Ce sera une série de 1. Et puis celle-ci, en fait, c'est l'épilogue. Alors on ne sait pas si la guerre va se terminer. Tout de suite, on va en parler. Et je voulais vous dire quelque chose. C'est qu'il y a des gens qui travaillent tout le temps dessus et qui sont plus compétents que moi. En fait, quand j'ai annoncé tout ça, je ne savais pas quelles allaient être les réactions des médias alternatifs, des géopoliticiens. Je ne pouvais pas le deviner. Or, il se fait qu'il y a énormément de géopoliticiens qui se sont intéressés au sujet et qui ont travaillé et qui ont publié bien mieux que moi toutes les preuves nécessaires pour mettre en lumière les mensonges des grands médias que moi je voulais mettre en lumière aussi dans cette série. Donc quelque part, pourquoi refaire le travail? Alors, pour passer à la suite, je dirais, pour me dégager du temps, on va, vous savez, je dirais nettoyer cette histoire une fois pour toutes dans cette vidéo où je vais rappeler rapidement toute l'histoire de cette guerre depuis le début jusque maintenant, en mars 2025. On a l'impression qu'on arrive vers la fin. Ça, évidemment, je ne prédis pas le futur, mais souvent, je donne des scénarios et puis ça se confirme. Ça s'est déjà confirmé dans beaucoup de cas. Et je vais vous montrer où vous pouvez trouver les preuves qui sont bien plus solides que tout ce que j'aurais pu faire dans des vidéos. On va faire ça sur l'écran. Je vais vous montrer des extraits de certains experts, pas tous, évidemment, il y en a beaucoup trop, et vous donner les titres des livres nécessaires pour tout savoir, en fonction des différents points que je voulais prouver. Pour ce qui a déjà été prouvé, je vous renvoie vers cette vidéo donc, en question, hein, je vous l'ai mise à l'écran. Toute la playlist que j'ai faite est peut-être un peu dépassée dans certains cas, mais celle-là, elle vaut la peine à mon avis, si vous vous intéressez à l'histoire de cette guerre, que vous voulez tout savoir, eh bien pour peut-être le plus important, tout est dans cette vidéo. Parce qu'il y a un événement qui est, je dirais, le prétexte, l'excuse pour tout le reste. Donc je vais vous résumer ça tout de suite. Vous savez, quand on voit comment Macron divise le peuple français, on sait qu'il fait ça pour asseoir son pouvoir. C'est rien de nouveau, diviser pour mieux régner, les latins, les romains le disaient déjà, hein, je ne sais plus la phrase latine, éventuellement je la mettrai à l'écran, mais elle est bien connue. Donc les occidentaux n'ont rien inventé et Staline non plus. De façon générale, je dirais les bolcheviks. Et c'est une stratégie qui était appliquée en URSS où, notamment Staline, mélangeait les peuples, faisait des déportations, il a fait une politique absolument infecte, mais en faisant des entités incohérentes, divisées, elles étaient plus faciles à contrôler. L'Ukraine est une de ces entités, non pas créée par Staline, ça a été créé bien plus tôt, par Lénine si je me souviens bien, en tout cas il a participé. En tout cas c'est une entité artificielle où sont mélangés des qui n'ont rien à voir. On sait que les peuples du Donbass sont des Russes et que les peuples occidentaux sont des Polono-Lituaniens et certaines parties étaient dans l'Empire austro-hongrois et puis donc on a des Hongrois, des Roumains, des Polonais et des Russes et puis ils ne s'entendent pas. Les Polonais et les Russes ont fait la guerre je ne sais pas combien de fois, ils sont en conflit depuis des siècles et donc les mettre dans le même pays, forcément ça ne va pas. Et ça a été fait exprès, par Staline, ses prédécesseurs, etc. Bon. En 1952 ou 54, j'hésite toujours, ça n'a aucune importance, Khrouchtchev, donc le secrétaire général du Parti communiste, en fait, bon, le dictateur en chef, on va dire ça comme ça, de l'Union soviétique, hein. Il n'était pas un grand démocrate, en tout cas, vous me l'accorderez, il décide, la Crimée, c'est l'Ukraine, c'est plus la Russie. Alors que c'était la Russie. C'est peuplé de Russes, ils parlent russe, ils sont contents d'être en Russie, vous allez voir, on le saura par référendum plus tard. Et Khrouchtchev dit c'est l'Ukraine. Bon. Alors, ça paraît comme ça quelque chose de dérisoire, puisque dans l'Union soviétique, de toute façon, c'était Moscou qui décidait, c'était l'Union soviétique. Alors, et de l'Ukraine, et de la Russie, et de la Géorgie, qu'est-ce que ça change? Mais voilà, l'URSS, comme vous le savez, a disparu. Elle a été démantelée dans les années 90-91 par là.
Et la Crimée voulait, les Criméens, les habitants de Crimée, ils n'ont jamais voulu être en Ukraine. Et dès qu'ils ont eu l'occasion de s'exprimer via référendum, via des votes, ils ont toujours voté pour être au plus près de la Russie et au plus loin de l'Ukraine. Et ça, c'est d'une importance capitale. Et c'est ça que j'explique dans ma fameuse vidéo sur les mensonges jusqu'à 2014. Pourquoi? Eh bien parce que il y a eu des conflits violents, notamment, encore une fois c'est prouvé dans cette vidéo, Kiev, le pouvoir d'Ukraine, la capitale de Kiev, a attaqué les civils, les parlementaires, le président de Crimée en 1995 pour les empêcher d'être indépendants, alors qu'ils avaient déclaré leur indépendance. Et ça, encore une fois, je le prouve avec des coupures de presse occidentales, c'est pas de la propagande russe, rien du tout. Seulement, voilà, le président de l'époque, Kouchma, si je ne m'abuse, n'était pas anti-russe. Il voulait garder la Crimée, mais il n'était pas anti-russe pour autant. C'est pas obligé d'être à la fois pour prendre la Crimée et à la fois anti-russe. Or, la Russie de Boris Eltsine, à l'époque, était dans un état pitoyable, à tout point de vue, y compris militaire et économique, et il n'y avait aucune chance que la Russie règle le problème militairement. Et donc, ils ont négocié. La Russie, la Crimée, l'Ukraine, et ils sont parvenus à un arrangement. Où en fait, les Criméens, ok, ils étaient en Ukraine, mais ils avaient tous les droits des Russes. Ils pouvaient parler russe dans les administrations, dans les écoles, pour avoir leurs documents, ils pouvaient aller en Russie, ils pouvaient se marier en Russie, ils pouvaient travailler en Russie. Les Russes pouvaient aller en Crimée, d'ailleurs c'est comme ça que la Crimée avait une petite économie parce que Kiev leur donnait rien. Mais ils avaient un petit peu d'argent qui venait de Russie, notamment les gens qui venaient à la plage, parce que vous savez que la Russie est un pays très froid, et que la Crimée, bon, la mer Noire n'est pas tropicale, mais enfin c'est un petit peu moins froid, et en été c'est même carrément agréable et chaud pour les vacanciers. Et ça a bien marché pendant près de 20 ans. Seulement en 2014, et ça c'est vraiment le basculement, il y a eu un coup d'État qui a été fomenté aux États-Unis. Alors, est-ce qu'on peut prouver ça? Eh bien, c'était une des choses que je voulais prouver en vidéo. Seulement, je ne vois plus l'intérêt de le faire, pour deux raisons. D'abord parce que ça a été prouvé maintes fois, et je vais vous donner les sources, on y arrive, mais aussi parce que les États-Unis l'ont admis. La personne qui l'a organisé, la personne centrale, c'est Victoria Nuland, elle l'a reconnu. Elle travaillait pour Obama et Biden, et maintenant la nouvelle administration américaine, Trump, Kennedy, etc., Musk, ils reconnaissent. Donc, pourquoi vous voulez encore des preuves? C'est la version officielle aux États-Unis. Donc c'est la version officielle, c'est la version des Russes, c'est la version des médias alternatifs, des géopoliticiens. Bon, écoutez, si vous voulez encore des preuves, je vous dis, allez lire dans les bouquins que je vous conseillerai, si c'est nécessaire, mais je ne vois plus tellement où est le problème. Les États-Unis ont organisé, consciemment, volontairement, ils ont mis beaucoup d'argent, au moins 5 milliards, en tout cas c'est ce qu'a reconnu Victoria Nuland, pour convaincre les Ukrainiens de manifester. Ils ont provoqué des tirs, ils ont engagé des snipers pour tirer des deux côtés, sur les manifestants et sur la police, pour qu'ils commencent à s'entretuer, parce que c'était pacifique. Donc tout ça a été documenté, prouvé. Alors, qu'est-ce que ça change, cette histoire de coup d'État? Mais ça change tout. Parce que quand vous avez un coup d'État ou une révolution, même si vous pensez que Yanukovych, qui était donc le président à l'époque, Viktor Yanukovych, qui a été élu démocratiquement, mais vous savez, la démocratie représentative, les manipulations, on a vu aux États-Unis qu'on pouvait tricher, on a vu en France que peut-être qu'on ne triche pas, mais on accapare les médias et donc on invisibilise les opposants, enfin vous connaissez tout ça. Donc c'est toujours discutable. Je ne dis pas que Viktor Yanukovych était un saint, il a été élu. Ça ne fait pas de doute, par le peuple, selon un système démocratique, bon, discutable, comme chez nous, comme aux États-Unis, etc. Il a été démis, et peut-être qu'il y avait des bonnes raisons de le démettre. Même si les raisons qui ont été invoquées, qu'il était pro-russe, etc., un agent de Poutine, est totalement fou. Il voulait signer un accord d'association avec l'Union européenne. Mais, qu'est-ce qui doit se passer quand il y a une révolution? Réfléchissez bien. Il y en a eu dans d'autres pays des révolutions, des gouvernements qui sont tombés, des présidents en fuite, tout ça, c'est pas nouveau. Mais alors on met un gouvernement provisoire. Et qu'est-ce que fait ce gouvernement provisoire? Il gère des affaires courantes. Il faut continuer à payer les fonctionnaires, à entretenir les routes, il faut que le pays fonctionne, plus ou moins, parce que l'Ukraine ne pouvait pas dire que ça fonctionnait merveilleusement bien, mais bon, voilà. Et puis il faut organiser des élections, pour que le peuple puisse s'exprimer, qu'on puisse avoir, enfin, un gouvernement, un président légitime. Or, la personne qui a été mise Premier ministre, Arseniy Yatsenyuk, je fais toute mémoire, donc parfois je peux faire des petites erreurs dans des langues que je ne maîtrise pas bien,
qui devait donc organiser les élections, qui ont mené à l'élection d'ailleurs de Poroshenko, hein. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé qu'une loi qui permettait aux gens qui avaient des langues différentes, à condition, par exemple, que ce soit au moins 25% de l'oblast, hein, puisque les provinces ukrainiennes s'appellent oblast, hein, eh bien, pouvaient parler leur langue dans les administrations, les écoles, etc., comme je vous ai déjà dit. Donc, ça permettait aux personnes qui parlaient polonais, russe, hongrois, selon les régions, et russe, hein, dans l'Est, dans le Sud, d'avoir accès aux services dans leur langue maternelle. Il a tout retiré. Donc déjà, réfléchissez bien, ce n'est pas le rôle d'un gouvernement provisoire, c'est une décision politique forte, même s'il y avait des raisons. C'est jamais. C'est quelque chose qui doit s'appuyer sur un référendum, une élection, vous voyez, quelque chose de solide avec des arguments. Non, il a tout retiré. Alors parfois les gens ils disent non, on n'a pas interdit aux gens de parler russe. Ah non, ils pouvaient parler russe à la maison, c'est sûr. Enfin, quand la Crimée a accepté finalement de rester dans l'Ukraine après de lourdes négociations tripartites avec la Russie et l'Ukraine, à condition de pouvoir vivre comme des Russes puisqu'ils sont russes, et qu'on leur tire sans raison, sans élection, sans négociation leurs droits, attendez-vous qu'ils réagissent. Or, la Crimée avait un gouvernement local, de l'oblast ou de la région autonome, je ne sais pas, ils avaient peut-être un statut un peu plus autonome, je crois, que les autres oblasts. En tout cas, ils avaient des élus. Et les élus ont tout de suite dit qu'ils ne reconnaissaient pas le gouvernement issu du coup d'État américain, disons les choses comme elles sont, et que donc, ils déclaraient à nouveau leur indépendance, comme en 94 ou en 95. Vous verrez ça dans ma vidéo pour les détails, les mois, les sources, etc., les référendums, les votes et tout ça y est. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kiev a fait la même chose. Ils ont dit à l'armée, la Crimée c'est à nous, on vous envoie là-bas. Sauf que, et ça c'est vraiment d'une importance capitale parce que vous vous rendez compte que c'est le prétexte pour tout ce qui a suivi les sanctions anti-russes, retirer la Russie du G8 qui est redevenu G7, rejeter l'accord d'association avec l'OTAN, enfin tout a été viré parce que on a accusé à ce moment-là la Russie d'envahir, d'annexer la Crimée. Mais ça n'a pas eu lieu. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des soldats de l'armée de Kiev, l'armée ukrainienne officielle en Crimée, que ce soit pour maintenir la Crimée dans l'Ukraine ou pour la défendre d'une attaque éventuelle dans notre pays, Russie, Turquie, j'en sais rien, il y avait des soldats en Crimée. Jusque-là, c'est normal, en pays, il y a des soldats sur son sol, sur les frontières, par exemple, surtout quand c'est une frontière maritime, il y a des ports, etc. Bon. Il y avait 24 000 soldats. Et quand Kiev a dit, vous allez arrêter les civils, les parlementaires, etc., les indépendantistes, l'armée a dit non. Mais ce n'est pas l'armée, le général qui est à Kiev, ou je ne sais pas qui commandait les forces armées ukrainiennes à l'époque. Ce sont les soldats. Les soldats basés en Ukraine, qui étaient majoritairement russophones. On ne va pas arrêter notre famille, nos frères, tout simplement parce qu'ils veulent être indépendants pour des bonnes raisons. Ils ne reconnaissent pas un gouvernement qui est marionnette des États-Unis. Et donc sur les 24 000 soldats ukrainiens, c'est important, qui étaient en Crimée, il y en a 22 000 qui ont dit non. Non seulement on refuse d'obéir aux ordres, mais en plus on va défendre la Crimée. Il n'y en a que 2 000 qui sont restés fidèles à Kiev. Mais ils ne vont pas se battre contre 22 000 de leurs frères, j'ai envie de dire, hein, de la même armée. Ils sont partis. Et à ce moment-là, donc la Crimée devient indépendante de fait, avec une armée de 22 000 hommes, ce qui n'est pas suffisant pour faire une grande guerre, mais enfin ça permet d'organiser un petit peu les choses. Sauf que, qu'est-ce qu'a fait l'Ukraine? Ils ont coupé l'eau, en tout cas l'eau, ils ont fermé le canal, peut-être l'électricité, enfin tout ce que la Crimée recevait d'Ukraine a été fermé, ils ont fermé la route, donc on ne pouvait plus apporter de la nourriture, etc. Et la Crimée isolée, bon, il y a de la mer de l'autre côté, mais enfin, on ne peut pas tout organiser du jour au lendemain, ils ont demandé de l'aide de la Russie. L'aide pour les infrastructures, électricité, eau, réseau internet, etc. et militaire. Ils ont bien compris qu'ils allaient se faire attaquer par une autre partie de l'armée de Kiev, stationnée en Ukraine, qui allait certainement être fidèle au régime et attaquer la Crimée. Et donc, sur demande de la Crimée devenue indépendante, qui s'est autoproclamée indépendante, la Russie est venue l'aider. Mais réfléchissez un petit peu, pour ceux qui ne croient pas à cette version, qui disent que c'est la version russe. En plus, c'est même pas la version russe, parce que Poutine, il dit qu'il a annexé la Crimée, parce qu'il en est très fier, évidemment, c'est une grande victoire pour lui. Il a annexé la Crimée sans tuer personne. Ça paraît être magique. C'est pas Poutine qui est magique. Poutine peut être très bon, encore ses insectes. Poutine peut être très bon au niveau stratégique. Mais on ne peut pas envahir une province qui fait, je ne sais plus, 15 000 km² comme ça de mémoire. Imaginez un truc qui fait la moitié de la Belgique.
Rappelez-vous les Allemands en 1940, ils ont tué des gens, quoi. Je veux dire, on ne peut pas rentrer comme ça dans un pays, c'est pas possible. Et forcément, il n'y a pas eu de guerre. Vous comprenez? Donc, moi, en fait, c'est à partir de là que j'ai commencé à étudier tout ce qui se passait en Crimée. Parce que ça, j'y ai pas cru. On dit, ah, la Russie, honteux, ils ont annexé, ils ont envoyé leur armée, ils ont annexé la Crimée contre la pauvre Ukraine, etc. Ça n'a pas fait de mort. Enfin, maintenant, on dit que ça fait un mort. Bon. Enfin, un mort, bon. Hein. C'est triste pour lui, mais enfin, on va dire, dans une guerre, c'est quand même pas beaucoup. J'ai bien dit, là, il mente. Et comme j'avais déjà constaté en Afrique des mensonges honteux sur des guerres où j'avais été par hasard dans le pays où ça arrivait, entre l'Éthiopie et l'Érythrée notamment, et quand je suis rentré en Europe, je voyais les infos à la télé, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Moi, je ne suis pas pro-éthiopien ou pro-érythréen, je voyais juste que c'était des mensonges, quoi. C'était déconnecté du réel. Et je me suis dit, je vais suivre ça, parce que je veux savoir ce qui s'est passé vraiment en Crimée, parce que là, on parle quand même de la Russie, d'une puissance nucléaire, potentiellement ennemie avec nous, on va leur mettre des sanctions, est-ce qu'on va faire la guerre à la Russie? Et vous voyez qu'on n'en est pas très très loin. Et donc je voulais savoir, je ne voulais pas être manipulé par la propagande. Et donc depuis, j'ai suivi quasiment au quotidien tout ce qui s'est passé depuis donc 2014. Et donc on a présenté les petits hommes verts, ceux qui ont défendu la Crimée contre Kiev. On a dit oui, mais ça c'est des soldats russes déguisés. Ah ben non, pas du tout. Ce sont des soldats ukrainiens. Puisqu'ils ne voulaient plus être ukrainiens, ils ont retiré leur insigne. Et donc ils sont devenus des soldats sans insigne, évidemment. Ils n'ont pas eu le temps en une nuit de rajouter de nouveaux insignes. C'était pas des Russes. Alors ils parlaient russe. Bah oui, c'était des Ukrainiens russophones. Et des Ukrainiens russophones, c'est pas des Russes, à l'époque. Ils voulaient être Russes, certes. Alors est-ce que rapidement, il y a des agents, des instructeurs, des officiers russes qui sont venus? Certainement, certainement. Mais c'est pas du tout une guerre d'invasion comme on vous le présente dans les médias. Or, et ça c'est d'une importance capitale, on a commencé les sanctions, comme je dis, on retirait la Russie des instances internationales, etc., les menaces, etc., sur base d'une invasion qui n'a pas eu lieu. Et à partir de là, le gouvernement fantoche de Kiev, donc Poroshenko, en tant que président, il dit des choses horribles. Il a dit, et c'est sur Internet, je peux le mettre là si vous voulez, je mettrai le lien, etc. Mais enfin, il a dit publiquement, il a fait un discours où il expliquait que les habitants du Donbass étaient des sous-humains qui vivraient dans des caves, les enfants n'auraient pas le droit à aller à l'école, qui n'auraient pas de travail, qui n'auraient pas de retraite. Enfin, ils seraient traités, parfois on dit pire que des animaux, mais enfin les animaux sont très maltraités aussi, mais enfin ils seraient vraiment traités comme, effectivement, l'humanité traite les animaux, quoi. Et ça, il l'a dit publiquement, c'est pas du complotisme, c'est pas de la propagande du Kremlin, hein. Je vous dis, c'est toujours en ligne, je mettrai le lien dans la description si j'y pense, et si j'ai oublié, vous me le rappellerez, je vous le mettrai dans la description. Donc c'est Poroshenko, en tant que président de l'Ukraine, élu, mais élu sans les voix du Donbass, évidemment, ni de la Crimée. Alors qu'est-ce qui est passé au Donbass, justement? Mais quand le Donbass a vu que la Crimée a pris son indépendance et a tout de suite demandé son attachement à la Russie, le Donbass a dit, mais c'est la solution. Et ils ont demandé à Poutine de se rattacher aussi. Sauf que Poutine a refusé. Pourquoi? Parce que contrairement à tout ce qu'on veut dans les médias, Poutine, il ne veut pas de guerre et il respecte ses engagements. Or, il avait promis, enfin à ses prédécesseurs, hein, quand il y a eu la chute de l'Union soviétique, il a promis dans ce qu'on appelle le mémorandum de Budapest de protéger l'Ukraine, de respecter ses frontières, mais il y avait des conditions. L'Ukraine donnait ses armes nucléaires à la Russie, parce qu'il y en avait beaucoup en Ukraine. Hein. L'Ukraine, à la chute de l'Union soviétique, c'était la 3e puissance nucléaire au monde après la Russie et les États-Unis. Il faut quand même se rendre compte. Tout a été remis à la Russie, mais en contrepartie, la Russie et les États-Unis garantissaient l'Ukraine, mais aussi une neutralité militaire. Il était interdit à l'Ukraine d'avoir des armes russes, des soldats russes, de rejoindre une éventuelle coalition militaire russe et américaine. C'était donc interdit pour l'Ukraine de recevoir des missiles russes, de faire des demandes de l'OTAN, etc. Ça, c'est le mémorandum de Budapest. Et Poutine l'a respecté. Alors certains me disent « Ah non, il ne l'a pas respecté avec la Crimée ». D'abord, la Crimée a pris son indépendance seule. Ensuite, la Crimée, dès 91, ça c'est dans ma vidéo avec les preuves, a voté pour être indépendant et ne pas faire partie de l'Ukraine. Or, dans le mémorandum de Budapest, il n'y a pas de carte d'Ukraine. Il est marqué nulle part que la Crimée appartient à l'Ukraine. Sur base de quoi la Crimée appartient à l'Ukraine? Juste sur base d'une décision unilatérale d'un dictateur des années 50. Il faut arrêter. Donc, récupérer la Crimée pour la Russie, ce n'était pas casser le mémorandum de Budapest. Reprendre le Donbass, ou prendre le Donbass, question de point de vue, oui, ça aurait été illégal. Or, Poutine fait toujours tout dans la légalité. Contrairement à ce qu'on vous dit en Occident, où il ment. Non. Alors parfois, il tourne comme tout le monde, hein, comme tout avocat, etc. Bon.
D'ailleurs, il a une formation, je crois, si ce n'est pas d'avocat, en tout cas, il a fait une formation de droit, si je me souviens bien. Il aime beaucoup respecter les règles, et donc il va adapter les règles aussi. Hein. Il est quand même président d'un pays, mais vous allez voir. Pour le Donbass, c'est très important. Donc le Donbass veut faire partie de la Russie dit non. Et l'Ukraine dit non, évidemment. Sauf que l'Ukraine, elle envoie des bombardiers, des hélicoptères, je ne sais plus quoi, ils ont bombardé, il y a eu des massacres notamment à l'aéroport de Donetsk, tout ça, vous pouvez aller voir. Et donc, les habitants, ils ont essayé de se défendre. Alors on dit, oui, mais c'est les Russes. Alors, est-ce qu'il y a eu des mercenaires russes qui ont été aidés au Donbass, comme il y a des mercenaires français qui sont en Ukraine? Certainement, certainement. Est-ce que les armes sont passées par la Russie? Ah ben là, il n'y a aucun doute. Par où d'autres elles seraient passées. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le Kremlin a décidé de soutenir militairement le Donbass? Bon, alors certains vont me dire, oui, Prigojine a dit que oui. Oui. Bon, si vous croyez Prigojine sur parole, non, c'est possible. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, pourquoi pas aider le Donbass? Ce sont des civils qui se font bombarder par un pouvoir illégitime. Et quand je dis illégitime, je ne prends pas de risque, puisque ça a été obtenu, le pouvoir de ces gens a été obtenu par coup d'État, et quand ils ont organisé des élections, le Donbass n'a pas voté, puisqu'ils étaient en guerre. Or, le Donbass, c'est c'est là qu'il y a la majorité des Russes, hors Crimée bien sûr, en Ukraine, des russophones, des russophiles. Donc c'est eux qui auraient voté pour l'opposition à Poroshenko. Mais ils n'ont pas pu voter, donc forcément c'est l'autre camp qui a gagné. Donc au niveau légitimité, c'est nul. Donc Poroshenko n'était pas légitime du tout. Il bombarde ces gens. Moi je trouve que la Russie, personnellement, alors là j'apporte mon point de vue, la Russie aurait dû déjà réagir dès 2014. Ceci dit, Poutine ne veut pas la guerre et aime bien faire les choses dans la légalité. Donc il ne voulait pas casser le mémorandum de Budapest, ça c'est une chose, mais il ne voulait pas non plus rentrer en guerre. Donc il a appelé à des négociations qui ont eu lieu. C'était des négociations entre le pouvoir de Kiev et les républiques indépendantistes du Donetsk et de Lugansk, le Donbass, sous le parrainage de François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine. Il y a eu des premiers accords, mais ils n'ont jamais été respectés, Minsk 1. Donc ils ont recommencé, ils ont refait des accords, Minsk 2. Et ça a tenu un petit peu plus longtemps. Enfin, officiellement. Officiellement, ces accords n'ont pas été cassés. Sauf que beaucoup de gens ont confondu. Ce n'était pas un accord entre l'Ukraine et la Russie, c'était un accord entre l'Ukraine et les oblasts indépendantistes. La Russie n'a pas signé, les Français n'ont pas signé, les Allemands n'ont pas signé, mais ils étaient parrains, ils étaient censés vérifier que son camp, à savoir les Français et les Allemands, devaient vérifier que Kiev respecte les accords de Minsk, et la Russie devait vérifier que le Donbass respecte les accords de Minsk. Et ça a été approuvé par l'ONU. Alors certains disent que Poutine n'a pas respecté. Mais déjà, Poutine n'avait rien à respecter. Il devait faire respecter au Donbass. Est-ce que le Donbass a respecté? Est-ce que l'Ukraine a respecté? Allez voir les rapports de l'OSCE, qui est l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui n'est pas un organisme pro-russe. Il y a majoritairement des Occidentaux dans cet organisme qui étaient sur le terrain et qui comptaient les bombardements. Les bombardements sur le Donbass. C'est pas le Donbass qui a attaqué l'Ukraine. Hein. Ils essayaient de survivre. Ils étaient attaqués. Il n'y a pas eu un jour sans bombardement. L'Ukraine n'a jamais cessé de bombarder le Donbass. Jamais. Donc ils n'ont pas respecté une heure les accords de Minsk. Et, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, Hollande et Merkel n'ont jamais rien dit à Kiev. Ils ne sont pas dit allez arrêter ou quoi. Non, rien. Ils étaient parrains des accords, mais ils ne les ont jamais fait respecter. Jamais. Vous comprenez? Et en plus, ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. Angela Merkel l'a reconnu et François Hollande l'a reconnu en étant piégé par Vauvan et Lexus, en tout cas c'était Vauvan ou Lexus, qui se sont fait passer pour l'ancien président de l'Ukraine, Petro Poroshenko. Ils se sont fait passer pour lui et ont appelé François Hollande, et François Hollande qui connaît très bien Petro, mais eux ne se sont pas mis en zoom, ils ne se sont pas mis, évidemment ils ne se sont pas montrés. En revanche, François Hollande a répondu en zoom, donc on le voit, on voit son image, et vous le verrez sur YouTube, sur la chaîne Sud Radio du YouTube. Eh bien, moi je pense que tu es d'accord avec moi. Quand nous avons signé les accords de Minsk, nous savions que la guerre était inévitable, mais nous avons eu besoin de nous préparer pendant toutes ces années, de renforcer notre armée afin d'être prêts à cette guerre. Et les accords de Minsk nous ont donné du temps pour équiper l'armée, et Angela Merkel l'a déclaré récemment. Oui, elle a eu raison de le dire, parce que il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non,
C'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Je ne sais pas si vous mesurez l'importance de ces aveux qui ont été écrits dans un livre par Angela Merkel. Donc c'est pas juste cette scène piégée qui est une preuve que les Occidentaux préparaient cette guerre et n'ont pas signé les accords de Minsk pour le respecter. Ce sont deux chefs d'État, les principaux parrains de Kiev, qui l'ont avoué. Donc c'est difficile de faire plus comme preuve. Mais c'est d'une importance capitale, parce que tout ce que nous faisons, encore aujourd'hui, quand Macron annonce donner 2 milliards à Zelensky, c'est toujours basé sur le même processus. Poutine attaque, l'Ukraine se défend, et nous devons aider l'Ukraine. Bon, vous l'avez compris, il y a déjà eu plein de preuves que les États-Unis voulaient cette guerre, ont tout fait pour l'avoir. Mais pas seulement les États-Unis. Ici, on voit que les Européens, enfin certains leaders européens, pas le peuple évidemment, voulaient cette guerre, préparaient cette guerre, et donc ils ont signé des accords sans avoir l'intention de les respecter. Maintenant, posez-vous la question. Quand vous voyez à la télévision qu'on vous parle que Poutine ne veut pas respecter le cessez-le-feu, mais pourquoi respecterait-il? Pourquoi ferait-il un accord avec nous, puisqu'on signe des accords qu'on ne veut pas respecter? Alors que Hollande le dit ici très bien, ce n'est pas Poutine qui voulait gagner du temps, ce n'est pas Poutine qui a signé les accords de Minsk sans l'intention de les respecter, c'est nous. Donc, on dit qu'en âne ne bute jamais deux fois sur la même pierre, Poutine n'est pas en âne, et il ne va pas se faire avoir deux fois de la même façon. Lorsqu'il y a eu la révolution du Maïdan, qui a été pilotée par Madame Victoria Nuland, qui est une femme absolument démoniaque, enfin qui est à la tête des néoconservateurs américains. Oui, qui disait fuck you. Oui, entre autres choses, mais c'est ça, conversation téléphonique. Avec Geoffrey Payat, son ambassadeur. Mais c'était pas finalement le plus important qu'elle dise fuck you. C'était encore plus important, c'est qu'elle ait dit voilà la liste des gens qu'on veut au gouvernement. C'est elle qui avait fixé la liste des membres du gouvernement. Et dans la foulée, ils ont installé une douzaine de bases militaires de la CIA le long de la frontière russe, de telle sorte que. Mais ça leur a coûté 10 milliards de dollars. Oui, de telle sorte que ce sont les Russes qui se sentent et c'est évident, ils se sentent agressés, mais pas seulement. Il y a une politique derrière qui est le politique de démantèlement de la Russie elle-même. Madame Victoria Nuland avait fait savoir que c'était pas raisonnable qu'un pays soit si grand avec si peu de gens à l'intérieur. Et donc il y a des programmes, des cartes qui ont été présentées dans une réunion à Prague avec des représentants de l'administration américaine du temps de Biden, enfin d'Obama et Biden. Il y a des cartes qui ont prévu le démantèlement de la Russie elle-même. Alors ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. C'est qu'il n'y a pas parallélisme des formes. La Russie se sent, et elle a des raisons de se sentir, encerclée, agressée par des gens qui en fait veulent la détruire. C'est d'ailleurs un projet occidental qui remonte à des siècles. Et donc pour la Russie, l'invasion de l'Ukraine, l'invasion préalable, c'était d'abord pour protéger les populations du Donbass. Et le deuxième but de guerre étant que l'Ukraine ne bascule pas dans l'OTAN. Pour eux, c'est une guerre existentielle. C'est fondamental. S'ils perdent cette guerre, la Russie risque de disparaître. C'est existentiel. Alors que pour les États-Unis, en fait, bon, c'est une guerre parmi d'autres, ils s'en fichent finalement. Voilà, ils ont essayé un truc, ça marche pas, voilà. Je ne vais évidemment pas m'en plaindre, mais j'ai mis plusieurs jours pour faire cette vidéo, et entre-temps, entre le moment où j'ai filmé dehors et le moment où je finalise, eh bien, j'ai reçu mon visa pour rester en Colombie. Donc, si vous avez vu la première partie et que vous avez déjà vu la vidéo où j'annonce que j'ai mon visa, vous vous dites que je raconte n'importe quoi. Évidemment, ça a été enregistré avant, vous l'avez compris. Il y a un autre détail important à préciser. Quand j'ai parlé de signer les accords de Minsk, Poutine, Angela Merkel et Hollande n'ont pas vraiment signé, ils sont parrains des signataires. Donc, excusez-moi, j'ai dit Poutine ne les a pas signés pour gagner du temps. C'est un peu tronqué parce qu'en fait, ils n'ont pas signé les accords, mais l'ONU a soutenu les accords, et dans ce cas-là, évidemment, les pays concernés ont signé leur soutien. Enfin, c'est du détail sémantique, juste pour être précis. Peu importe. Ce qui est important, vous venez d'entendre François Asselineau, qui rappelle des choses que vous pouvez facilement vérifier. Depuis très longtemps, une trentaine d'années, il y a des plans précis, publiés aux États-Unis, qui ont comme but de démanteler la Russie. Essayez, pour bien vous mettre à la place des Russes, et de Poutine en particulier, qui est le chef d'État, que ce soit le contraire. Imaginez qu'un pays puissant, en Europe, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, disent « la France est trop puissante, elle a une trop grosse population, elle a trop d'influence en Europe, peu importe, on va décider de démanteler la France en 6 pays. »
et on se prépare militairement à le faire. Comment est-ce que vous réagiriez si l'Allemagne faisait ça? L'Allemagne dit non, non, on veut être chef de l'Union européenne, la France fait contrepoids, il y a trop de population, c'est un trop grand territoire, c'est le plus grand territoire de l'Union européenne, on va faire une guerre pour le démanteler. Est-ce que vous ne pensez pas que le chef de l'État devrait se préparer militairement à se défendre? Est-ce que la France ne devrait pas éventuellement demander l'aide d'alliés, je ne sais pas, le Canada, il faudrait savoir quel pays pourrait soutenir la France à se défendre d'une attaque qui est annoncée, planifiée. Voyez? C'est ça que vivent les Russes, et pas depuis 10 ans. Ça fait au moins 30 ans, et comme dit François Asselineau, en fait les Occidentaux, ils rêvent de détruire la Russie depuis bien plus longtemps. Il faut voir la guerre de Crimée où les Français et les Anglais ont aidé l'Empire ottoman contre la Russie. Bon, c'est quand même assez fort quand on y pense. Donc on est très très loin d'une guerre d'agression où la grande Russie aurait attaqué la petite Ukraine. Ce n'est pas du tout le scénario, et François Asselineau le rappelle très bien. Et maintenant, on va écouter des rappels dans notre expert, Jacques Beau. Il n'y a pas eu d'intervention russe, contrairement à ce qu'on dit, en 2014, ni en Crimée, ni dans Donbass, même si en Crimée la situation est un peu particulière, parce qu'il y avait des troupes russes qui étaient stationnées là, en raison d'un accord, un Status of Force Agreement, qui avait été signé en 2010, ou renouvelé en 2010 par le gouvernement ukrainien, donc c'était tout à fait légal. Et quand il s'est agi de protéger les populations des exactions faites par les paramilitaires ukrainiens, les Russes, conformément aux accords qui étaient signés, ont eu le droit de rétablir l'ordre et de séparer les deux camps. Donc ça, les Russes, les soldats russes sont, si vous voulez, sont immiscés pour mettre de l'ordre dans la situation, mais il n'y a pas eu de débarquement, il n'y a pas eu d'apport de troupes, et les personnes, les soldats, les petits hommes verts, comme on l'a dit, n'étaient pas en réalité des soldats russes, c'était des soldats ukrainiens. Je vous ai dit ça plus tôt dans la vidéo, donc je ne vais pas prolonger, il donne plus de détails, vous pouvez aller voir les vidéos de Jacques Beau, mais Jacques Beau le dit, François Asselineau, Alexandre Delval, tout ça ne sont pas des preuves. Ce que je vous ai dit, c'est que les informations que je vous donne dans cette vidéo, vous pouviez les prouver. Mais les preuves, pour avoir des preuves, il faut des documents qui donnent des sources précises qui sont vérifiables. Et c'est ça qui est bien, c'est facile à faire, parce qu'il y a des gens qui ont fait le travail. Dont Jacques Beau, qui a écrit plusieurs livres, notamment Gouverné par les fake news, où il met en avant toutes sortes de fausses informations, j'en ai souligné quelques-unes, mais lui, dans un livre, c'est plus facile que dans une vidéo, il vous dit qui a dit quoi, quand, et vous pouvez aller retrouver tout ça. Ou qu'il l'a écrit, ou quelle loi, et tout ça est vérifiable. Et donc, si vous voulez maintenant vraiment vous dire, bon, en fait, j'étais pas convaincu, j'étais pas sûr, je voudrais maintenant des preuves que le scénario qui est présenté ici dans cette vidéo sur ce qui s'est passé en Ukraine, c'est la réalité et pas juste des délires de personnes qui n'y connaissent rien ou de la propagande pro-russe. Peut-être que Jacques Beau est pro-russe, peut-être que je suis pro-russe, peut-être que François Asselineau est pro-russe. Mais c'est pas ça qui est important. Quand vous regardiez une vidéo, vous ne devez pas, si vous vous intéressez à la réalité, je veux dire, vous ne devez pas seulement vous demander quel est le point de vue de celui qui parle, vous pouvez en tenir compte, mais écoutez l'information qu'il vous donne et la vérifier. Admettons que je sois pro-américain, que Asselineau soit pro-américain, que Jacques Beau soit pro-américain. Ce serait la même chose. Quelle que soit l'information qu'on donne, que ce soit en faveur des Russes ou des Américains, ou des Ukrainiens, ou de tout le monde, ou de personne, peu importe, vérifiez l'information. Il ne suffit pas d'écouter quelqu'un en disant « lui a raison, lui a tort ». Il n'y a jamais personne qui a tout raison et personne qui a tout tort. Il faut vérifier les informations. Et ici, je vous donne une solution simple. Lisez Gouverné par les fake news de Jacques Beau ou d'autres de ses livres. Il a vraiment fait une belle série de livres et tous ces livres sont sourcés. Et pas sourcés du Kremlin, sourcés de façon très sérieuse par des documents américains, ukrainiens, européens et pas de sources russes. Donc je ne vois pas très bien ce qui manque. Comme je disais tout à l'heure, il y a des informations, on n'a même plus besoin de ces preuves, puisqu'elles sont maintenant admises par tous les camps. Mais même, vous pouvez toujours aller lire les preuves qui ont été publiées. C'est d'autant plus intéressant que maintenant, puisque
la réalité de ce conflit commence à être admise par l'administration américaine, vous pouvez voir que bien des années avant, des gens comme Jacques Beau avaient déjà raison. Alors, ici, Jacques Beau, François Asselineau très bien, Berkoff, bon, c'était plutôt parce que Sud Radio a eu, je crois, l'exclusivité de cette séquence où François Hollande était piégé. Je n'ai pas en mémoire que Berkoff a un point de vue particulièrement intéressant sur la guerre en Ukraine, je ne sais plus. Par contre, il y a beaucoup d'autres gens. Encore une fois, ce n'est pas parce que vous allez écouter un tel ou une telle qu'ils ont raison, mais ça vous permet d'avoir d'autres points de vue. Il y a des gens avec lesquels vous accrochez plus. Vous aimez peut-être pas la façon de parler de Jacques Beau, mais vous aimerez peut-être très bien Caroline Galacteros. Ou si Caroline Galacteros vous fatigue, peut-être que vous adorez Nicolas Mirkovitch, ou Alexandre Delval, ou Éric Dénessé. Et je vous mets là à l'écran toute une série de personnes qui sont très intéressantes à écouter. Elles font toutes des erreurs, elles disent toutes des choses intéressantes, mais elles s'attaquent à la propagande occidentale en rétablissant les faits avec un maximum d'honnêteté. Mais sans atteindre la perfection, personne ne l'atteint, évidemment, moi non plus, je précise, pour les mauvaises langues qui auraient des critiques à faire. Bon, je voudrais insister sur ce point, ce n'est pas nécessaire de fermer les oreilles quand quelqu'un qui parle a une orientation affichée. Parmi les gens que je vous conseille d'écouter, il y a des gens qui sont clairement pro-russes, voire russes, et qui s'en cachent pas. J'ai fait une interview avec un franco-russe, donc d'origine française, mais qui maintenant a la nationalité russe, qui s'appelle Alexandre Stefanesco. J'espère que je ne me trompe pas sur son nom, j'ai un doute du coup, parce qu'en général il se fait appeler le Prussien. J'espère que vous irez voir cette vidéo si ce n'est pas le cas, c'est une très bonne vidéo qui a pas mal de succès. Bon, il a un point de vue forcément orienté, il habite en Russie, sa femme est russe, ses enfants sont russes, bon, c'est clair. C'est pas le seul, Xavier Moreau, Christelle Néant, ce sont des Français à l'origine qui sont devenus russes. Est-ce que leur point de vue est orienté? Ben oui. J'ai envie de dire, et alors? Quand vous écoutez Macron, son point de vue est aussi orienté. Vous allez me dire, vous écoutez peut-être pas Macron. D'accord. Mais quand vous allez écouter, je ne sais pas quelle chaîne en France de télévision que vous écoutez, ou des émissions d'information sur Internet, ils sont aussi orientés. Mais est-ce que leur point de vue est intéressant, cohérent? Est-ce que ça tient la route? Et si oui, est-ce que vous pouvez confirmer, peut-être pas chaque détail, mais dans les grandes lignes, est-ce que vous avez des sources? Et si vous les donnent, ces sources, ben allez voir. C'est ça que je vous conseille de faire. Écoutons un petit peu Xavier Moreau. Vous allez voir ce qui est intéressant, il dit. Xavier Moreau est de nationalité russe, il est d'origine française, il a même fait l'armée Saint-Cyr, donc il est nationaliste français, mais il habite en Russie. Et il se dit pro-russe. Donc il n'y a pas de... Il ne cherche pas à vous mentir, à tricher, etc. Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant. Et puis on va voir si ça peut nous informer ou pas, et si on peut corroborer les informations qu'il donne. Mi-février, quand à mon avis on a commencé à voir la préparation de l'épuration ethnique de la DNR, du Donbass, c'est ce que préparait Kiev. On voit très bien sur les cartes, et vous pouvez encore télécharger ces rapports de l'SCE, je les cite dans mon bouquin, on voyait très bien que c'était vraiment une préparation d'artillerie dans le but de passer à l'assaut. Ça, c'est une chose. Et surtout, il y a un point fondamental, c'est-à-dire que les accords de Minsk, il y avait une date de péremption. Oui. C'était le 1er janvier 2016. Les accords de Minsk s'imposaient à l'Ukraine par le Conseil de sécurité de l'ONU. Tous les membres du Conseil de sécurité qui avaient voté pour cette résolution, donc les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne à l'époque, et la Chine, auraient dû forcer l'Ukraine à appliquer les accords de Minsk. Et le problème, c'est la patience qu'a eu Vladimir Poutine. C'est-à-dire que, en fait, la Russie était légale et légitime pour intervenir le 1er janvier 2016. Elle a attendu 6 ans encore. Oui, c'est ça. Elle a donné 6 ans. Donc, nous avons donc ici une conversation entre deux Français qui ont tous les deux acquis la nationalité russe et qui sont pro-russes. Bon. Comme je dis, fermez vos oreilles n'est certainement pas la solution. Quel est l'intérêt d'écouter les deux points de vue? Eh bien, voici deux informations intéressantes. La première, enfin, je les ai données dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la vidéo en question, mais elles sont chronologiquement dans l'autre sens. La première qui est donnée concerne le début de la guerre, de ce qui est considéré en Occident comme la guerre en Ukraine en 2022, alors qu'en fait, le conflit a commencé en 2014, donc l'intervention russe en 2022, et Xavier Moreau dit que
l'Ukraine attaquait. Ce que je vous ai aussi dit dans des vidéos. Que mi-février, en fait ça a commencé principalement la nuit du 16 au 17 février 2022, l'armée ukrainienne a lancé des bombardements massifs sur le Donbass. Pour suivre un plan qui a été affirmé, écrit, dans un décret de mars 2021, où il s'agissait de prendre le contrôle du Donbass et de la Crimée, qui, aux yeux des Russes, prendre la Crimée, c'est attaquer la Russie. Rappelons-le. Il se base sur les rapports de l'OSCE. Eh bien oui, l'OSCE était présente depuis 2015 dans le Donbass, ou même peut-être 2014, je ne sais plus, pour vérifier l'application des accords de Minsk. Et entre autres, on trouve dans ces rapports, au quotidien, le nombre de bombardements. Et les bombardements ont été multipliés de façon spectaculaire, mi-février, en particulier, entre le 16 et le 17 février. Donc, c'est vrai. Et on ne dit pas que c'est vrai parce que Xavier Moreau le dit. On dit que c'est vrai parce que c'est ce que disent effectivement les rapports de l'OSCE. De la même manière, l'information suivante concerne les accords de Minsk. Il dit qu'ils avaient une date de péremption. 1er janvier 2016, selon lui, la Russie était légitime, en tout cas par rapport aux accords de Minsk, à intervenir, notamment pour protéger les populations du Donbass. Dit-il vrai ou pas? Eh bien là, je l'ai fait pour vous. J'ai été télécharger les accords de Minsk, en anglais, je n'ai pas trouvé en français, et il est indiqué, effectivement, que l'Ukraine doit donner l'autonomie qui a été négociée dans le cadre de ces accords de Minsk aux deux républiques autonomistes du Donbass, qui restent donc dans l'Ukraine, mais avec une autonomie. Ça, c'était les accords de Minsk. Et de fait, ils n'ont jamais reçu, ces oblasts n'ont jamais reçu cette autonomie. Donc, officiellement, le 1er janvier 2016, les accords de Minsk étaient morts, et la Russie pouvait, si les populations étaient menacées, défendre les populations. Puisque c'était le point central des accords de Minsk, la Russie voulait protéger les populations, et pour éviter la guerre, elle a plutôt négocié. Au lieu de tuer les populations, on fait des oblasts autonomes, où ces populations peuvent vivre libres et en paix. Ça n'a pas été respecté, et donc elle pouvait revenir à sa position antérieure en disant on va intervenir, protéger les populations. Donc ce que dit Xavier Moreau est vrai. Mais pas parce qu'il le dit, parce que les documents le prouvent. Est-ce que vous auriez entendu cette information si vous avez écouté LCU comme disent certains, ou BFM TV? Est-ce qu'on vous aurait dit en fait, la Russie est intervenue en 2022, mais selon les accords de Minsk, elle pouvait intervenir dès le 1er janvier 2016. Ils ne vous le disent pas, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez dire oui, c'est vrai, mais quand même, la situation n'était pas si grave, la Russie n'aurait pas dû intervenir. Et de fait, elle a attendu de nombreuses années, 6 ans en l'occurrence, pour le faire. Peut-être. La question n'est pas là. La question, c'est en écoutant le camp adverse, si vous êtes pro-Occident, Kiev, OTAN, vous allez quand même apprendre des choses. Et vous allez peut-être comprendre la réaction de l'autre. Et comme je le disais sur le conflit israélo-palestinien, on ne peut pas régler un conflit si on ne comprend pas le point de vue de l'autre. C'est impossible. Si chacun aurait su sa position sans écouter l'autre, le conflit continue. Et c'est exactement ce que les médias occidentaux, aux ordres du pouvoir, ont fait dans nos pays, à savoir vous montrer qu'un seul point de vue, et nier complètement le point de vue de l'autre, qui est fou, qui ne pense qu'à tuer, à détruire, à attaquer. Alors que c'est pas du tout ça. Je pense que maintenant la plupart d'entre vous le comprennent avec l'actualité. Mais je voulais faire cette vidéo, qui est très complète à mon avis, suffisamment résumée, elle fera quand même 45 minutes, quelque chose comme ça, mais elle permet aux personnes qui prendront un peu le train en marche, ou qui veulent se rafraîchir la mémoire, d'avoir la vision globale de ce qui s'est passé du début à la fin. Et quand je dis la fin, on est en mars 2025, peut-être qu'il va y avoir des rebondissements, et qu'il va y avoir des années de conflits qui vont continuer. J'espère que non. Vu que Poutine et Trump souhaitent mettre fin à la guerre, on imagine que la fin va arriver. Et si jamais Macron et les fous européistes
qui veulent prolonger la guerre parviennent à leur fin, et qu'on rentre dans une guerre Europe-Russie, par exemple, ben c'est plus la guerre en Ukraine. Et c'est pas parce que j'estime que cette vidéo est en quelque sorte le résumé du début à la fin que je vous affirme que la guerre sera terminée complètement dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Je n'en sais évidemment rien. Je pense qu'il y a de bonnes chances qu'elle se termine. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie pour votre attention, d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous pouvez nous soutenir avec des pouces, des dons, des partages, des commentaires, etc. Hein. On le dit chaque fois. Beaucoup de youtubeurs le disent au début. Il paraît que c'est plus efficace. Peut-être que je devrais essayer. Parce que c'est vrai qu'au niveau dons, ça fait un moment que je n'ai plus de nouveaux donateurs. Il y a quelques donateurs réguliers qui me donnent un petit peu d'argent de poche. C'est très sympathique. Mais ce serait bien de pouvoir augmenter et ainsi pérenniser mes publications qui sont tout à fait en dehors du champ de mon travail en Colombie. À très très bientôt à toutes et à tous.